Salut à tous, c'est Juice. Je voulais vous parler aujourd'hui de la grossesse en Corée. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai vécu la moitié de ma grossesse en Corée et l'autre moitié depuis mes 4 mois et demi de grossesse en France. Donc j'ai eu plusieurs questions de la part de femmes enceintes qui sont expatriées en Corée, qui m'ont demandé ce qui était le mieux entre revenir en France pour finir leur grossesse ou alors rester en Corée du coup pour la finir aussi. Alors dans un premier temps déjà je voulais aborder la question de la vie quotidienne. La vie quotidienne en Corée du Sud pour une femme enceinte, comment ça se passe? Dans un premier temps, on va parler des transports en commun. Comme vous le savez certainement, en tout cas si vous vivez à Séoul, la plupart du temps, on prend principalement le métro ou le bus pour se déplacer à cause des nombreux bouchons sur la route. Le métro est le moyen de transport en commun le plus prisé. Alors, l'avantage lorsque vous êtes une femme enceinte, c'est que vous avez des places réservées uniquement aux femmes enceintes à chaque rame de métro, à peu près au milieu, qui sont signalées par la couleur rose. Donc, vous avez sur le banc, à chaque extrémité, un siège spécial rose qui vous est réservé. Alors, généralement, personne ne s'y assoit si vous n'êtes pas enceinte. Enfin, si la personne n'est pas enceinte, elle ne s'y assoit pas, sauf si elle est à mobilité réduite. Vous voyez beaucoup de vieilles dames ou de vieux monsieur s'asseoir dessus. Vous voyez également malheureusement des jeunes. Donc généralement, c'est en période de pointe. Les jeunes prennent aussi la place. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsque les jeunes voient une femme enceinte, ils sont censés bouger. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'ils sont censés faire. Dans les bus également, il y a des places réservées. Alors généralement toujours signalées par cette couleur rose ou alors par une couleur orange. Mais la couleur orange va plutôt désigner toutes les personnes à mobilité réduite, pas uniquement les femmes enceintes. Alors, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Lorsque j'étais étudiante à SNU, donc entre Gangnam et Hongdae, je prenais souvent le bus pour rejoindre ma fac. Et il se trouve que dans ce bus-là, il y a donc énormément d'étudiants. Et qu'en période de pointe, les étudiants s'en foutent totalement de si vous êtes enceinte ou pas. Donc il est arrivé une fois, lorsque je rentrais chez moi de la fac, que la place femme enceinte ait déjà été prise par une étudiante qui visiblement n'était pas du tout enceinte. Je veux dire là, il y avait vraiment aucun doute, elle n'était pas enceinte. Et je suis arrivée avec moi mon ventre arrondi de femme enceinte. Elle m'a regardée, elle a regardé mon ventre, elle m'a regardée de nouveau. Et comme beaucoup de Coréens, ce qui arrive énormément, elle a détourné les yeux et elle a regardé son téléphone et elle a fait comme si je n'existais pas. Et malheureusement pour elle et pour moi, le bus a freiné brusquement et j'ai volé du milieu du bus jusqu'à l'avant. J'ai réatterri sur la pointeuse. Accident qui a été assez violent, à vrai dire, puisque j'ai été hospitalisée, je n'ai pas pu marcher pendant une semaine et après ça, j'ai eu des difficultés à marcher pendant 1 mois. Donc ça a été très très dur à vivre et suite à ça, mes professeurs de coréen m'ont conseillé d'aller chercher le badge réservé aux femmes enceintes. Donc c'est ce petit badge là qui vous permet d'accéder aux places prioritaires. Et en fait, lorsque vous arrivez devant ces places prioritaires, les personnes qui sont assises à l'heure actuelle dessus doivent bouger automatiquement. C'est la loi, c'est comme ça, vous êtes prioritaire. Du coup, ces personnes doivent effectivement partir. Et ça m'a été très très utile parce que c'est un peu comme un pouvoir magique. Ce badge est absolument génial. Grâce à lui, j'avais toujours mes places prioritaires. J'étais prioritaire quasiment partout. C'est vraiment le top du top. Donc n'hésitez pas, dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, que vous avez fait votre première échographie et que vous avez votre carte de résident coréenne, d'aller d'aller à votre centre de santé local et de demander ce badge-là. Il vous sera fourni avec... Alors, il y aura le badge, des vitamines prénatales jusqu'à la fin de la grossesse et 2 petits livrets informatifs.
Le premier, informatif sur le bébé et tout ce que vous devez savoir sur votre enfant pour après l'accouchement. Et le second est sur la grossesse véritablement et vous-même, ce que vous allez ressentir tout au long de la grossesse, les symptômes qui doivent vous inquiéter et ceux qui sont normaux durant la grossesse. Il y a également des conseils nutritifs par rapport à la grossesse, donc voilà. Vous avez aussi également tous les conseils sportifs, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Ces petits livrets sont vraiment complets. J'ai fait le comparatif avec le livret qu'on m'a donné arrivé à la maternité française. Il est loin d'être aussi complet. Il est tout petit. Vous n'avez pas autant de conseils nutritifs, pas autant de description des symptômes et de ce qui doit vous inquiéter ou pas. Bref, c'est beaucoup moins complet. Et l'avantage de ces petits livrets qui vous sont donnés par la Corée, c'est qu'ils sont en coréen mais traduits en anglais également. Très pratique, du coup, n'hésitez surtout pas à aller les chercher. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le médical. Alors, comment se passe le médical en Corée et quelles sont les différences entre le suivi médical en France et le suivi médical en Corée? Alors, pour moi, je n'ai vu pas de grande différence. C'est exactement la même chose dans la manière d'aborder, dans les équipements aussi avec lesquels on va vous ausculter. J'ai fait donc plusieurs échographies en Corée qui ont été exactement les mêmes que les échographies que j'ai pu avoir en France. On vous donne tout autant les petites photos de votre échographie, on recherche les mêmes choses, on fait les mêmes examens, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. La différence, c'est plus sur la prise en charge. Parce que, en effet, en France, vous ne payez rien grâce à la sécurité sociale, ce qui est un gros avantage. En Corée, vous avez une sécurité sociale, c'est vrai, mais cela dépend de votre statut. Personnellement, en tant qu'étudiante, je n'avais pas de sécurité sociale coréenne, ce qui a été un grand frein parce que de ce fait-là, tous les frais étaient à ma charge. Et sachant, j'avais pris une assurance du coup obligatoire pour venir en Corée en tant qu'étudiante, mais il faut savoir que la plupart de ces assurances voyage et ces assurances étudiantes ne couvrent pas la grossesse. Et les coûts sont assez monumentaux en Corée. Par exemple, un simple examen gynécologique peut vous coûter environ 70 000 won, ce qui fait 60 à 65 euros, et que vous ne pourrez pas vous faire rembourser, même en revenant en France en présentant les factures. Ça reste de votre poche. Également, si vous n'avez pas cette assurance et cette sécurité sociale coréenne, sachez qu'un accouchement, selon les cliniques, qu'elles soient coréennes, publiques ou privées ou internationales, un accouchement coûte entre 3 000 à 7 000 euros. Donc il est très important de se renseigner sur votre couverture médicale avant d'envisager un accouchement et un suivi de grossesse en Corée. Donc comme je le disais, en France, on n'a pas ce souci-là puisqu'en tant que ressortissant français, tout est payé par la Sécu. À voir du coup selon vos moyens financiers et selon votre statut en Corée, selon votre visa. Le troisième point que je souhaitais aborder, c'était le point de la société. Alors, la société, ce que je veux dire, c'est comment vous êtes perçue par la société en tant que femme enceinte, que ce soit en France ou en Corée. La première grosse différence, c'est que en Corée, en tant que femme enceinte, vous êtes vue comme étant le Saint Graal. Vous êtes la personne la plus précieuse de la société. Vous donnez la vie à un petit citoyen ou une petite citoyenne coréenne, sachant que c'est le pays avec le plus faible taux de natalité au monde. Sachez qu'à leurs yeux, vous êtes une déesse dont il faut prendre soin. Voire même un petit peu trop soin. On vous prend presque pour une incapable, pour une faible, alors que c'est faux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vous voir comme ça. Alors bon, ça fait du bien de se faire chouchouter, mais être vu comme le personnage faible qu'on met sur un piédestal, c'est pas forcément agréable non plus.
Et deuxièmement, au niveau de la société, on considérera toujours en Corée qu'une femme enceinte, c'est une femme mariée. Là-dessus, la Corée a encore un esprit assez rétro, où c'est vrai qu'on considère que faut avoir fini, donc pour les hommes, leur service militaire, puis s'être marié avec cette femme-là qui ensuite tombe enceinte, avoir une situation stable, bref, la vie parfaite et classique, on va dire. Et de ce fait-là, lorsque vous vous rendez aux rendez-vous médicaux seul, pour X raisons, on va tout le temps vous poser la question de où est votre mari. Et moi, j'ai dû préciser plusieurs fois que mon mari n'était pas là dans un premier temps parce que je n'étais pas mariée, mais dans un second temps parce que le père du bébé habite à Busan et que moi j'étais à Séoul. Et du coup, c'était compliqué. Mais pour la moindre intervention, pour le moindre rendez-vous, on me demandait toujours de contacter mon mari, d'avoir l'avis de mon mari tout le temps. Et j'avais beau les reprendre constamment en disant que non, le papa ne pouvait pas être là, ne pouvait pas se déplacer. J'avais constamment cette espèce de jugement un peu. Surtout en tant que femme étrangère, c'est encore plus présent en tant que femme étrangère, mais ça reste présent même en tant que femme coréenne, où concrètement on s'attendait à ce que mon mari fasse tout pour moi. Ce qui n'était du coup pas le cas et qui était c'était une impossibilité à l'époque. Et ça a été assez dur psychologiquement pour moi du coup de tout le temps devoir me justifier sur l'absence du père de mon bébé. De toujours devoir répéter que non, on n'était pas mariés, mais que il n'était pas là parce qu'il effectuait son service militaire à l'heure actuelle à Busan. Ça a toujours été un petit peu compliqué psychologiquement. Du coup, le conseil que je pourrais donner aux femmes qui soit sont seules, soit dont le partenaire ne peut pas être là, justifiez-vous par rapport à l'absence de votre partenaire, parce que c'est vrai que c'est déjà assez dur comme ça de vivre une grossesse. Émotionnellement, avec les hormones, c'est compliqué. Vous n'avez pas à subir en plus de ça le jugement en fait des personnes. Et si vous êtes seul, que le père ne veut pas s'impliquer ou quoi que ce soit vous venez avec un ami, soit tout simplement vous inventez une histoire. En soi, ça va rien changer. Le fait que les médecins sachent ou non que vous êtes seul ou pas, vaut mieux s'éviter tous les tracas du jugement, tous ces désagréments, vaut mieux se les éviter et mentir tout simplement, ça ne changera strictement rien au dossier. En France, ce jugement, je l'ai eu également, mais pas sur moi, étrangement. Chaque fois que je vais à un rendez-vous gynécologique ou que je vois mon sage-femme, il me pose énormément de questions sur le père du bébé, en me demandant ce qu'il fait, où il est, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Et le jugement qui, en Corée, est porté sur la femme, en France, on l'a vu. Il y a une mouche qui vient de me tourner autour, puis à ce moment-là. Grosse classe. Bref, du coup, je reprends. Je disais, donc le jugement est porté plus sur l'homme en France, dans le sens où... donc, c'est pas qu'on considère que la femme est une incapable, loin de là, mais on considère que l'homme doit prendre ses responsabilités et que s'il n'est pas là, c'est que c'est lui, en fait, le problème. Là où en Corée, on a tendance à se dire que c'est la femme le problème et à juger la femme un petit peu de mœurs légères, on va dire ça comme ça. Là où en France, on va considérer que l'homme est un lâche, pourquoi il n'est pas là, il devrait être là pour prendre soin de son bébé, pas forcément de sa femme, bon, un petit peu, mais pas non plus dans des mesures extrêmes comme en Corée, mais plutôt en se disant, oui, c'est son bébé, pourquoi il n'est pas là, etc. Et quand j'explique que le père du bébé est à l'armée à l'heure actuelle et que à cause des mesures, donc notamment du Covid, il ne peut pas se déplacer en France, ne serait-ce même que 3 jours pour la naissance du bébé, du coup, le médecin a tendance à être un peu... à le juger par rapport à ça. Ok, donc en fait j'ai dû interrompre la vidéo parce que mon chat tranquille au calme vient de rentrer dans sa litière et de gratter comme un malade. Les propriétaires de chats, vous savez de quoi je veux parler. Très très classe. Bon, de toute façon, je voulais donc clôturer cette vidéo donc en expliquant mes conclusions, que pour moi, selon votre statut et selon votre visa, selon votre couverture sociale surtout, c'est ce qui est le plus important, c'est là-dessus que doit se baser votre choix de rester en Corée ou de revenir en France pour terminer votre grossesse.
Parce que si vous avez les moyens financiers, tant mieux. En soi, il n'y a pas spécialement de différence entre la France et la Corée. La différence majeure, c'est donc la prise en charge en France. Et la seconde différence que je dirais, c'est au niveau du soutien psychologique. En France, vous êtes beaucoup mieux accompagné psychologiquement. Vous avez beaucoup de rendez-vous avec des sages-femmes qui vont vraiment essayer de voir dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous sentez par rapport à la grossesse, comment tout ça se passe dans votre tête. Et surtout, on vous propose en France de voir une psychologue obstétrique si vous avez quelques difficultés, que ce soit dans l'assimilation de votre grossesse ou si vous faites de la dépression prénatale, parce que oui, c'est quelque chose que j'ai appris. Le baby blues, qui est la dépression postnatale, existe, mais la dépression prénatale existe aussi. C'est lorsque vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes enceinte ou lorsque vous avez du mal à vous attacher à votre bébé. Ça arrive à beaucoup de femmes, ça m'est arrivé également. Et justement, on m'a conseillé de voir une psychologue obstétrique, je trouve mes mots, qui justement en plusieurs séances a su me faire prendre conscience que non, je n'allais pas être une mauvaise mère, que tout allait bien se passer avec mon enfant. Et ce suivi psychologique, je ne l'ai pas retrouvé en Corée. Donc en fait, si vous sentez que vous avez des difficultés, notamment donc, psychologiques, ou également des difficultés financières, oui, revenez en France. Sinon, la Corée est un pays parfaitement apte à vous suivre durant toute votre grossesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura éclairé sur votre choix de rester en France, de rester en Corée, autant pour moi, ou de revenir en France. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Si vous avez des questions relatives à la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Abonnez-vous!